Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une analyse, disons, assez particulière. On va plonger dans une théorie qui prétend relier un simple accord commercial à un immense jeu d'échecs géopolitique. Alors oui, il va falloir s'accrocher parce qu'on va décortiquer des liens que, d'habitude, personne ne fait. Et voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet. D'un côté, on a un accord commercial en Amérique du Sud, le fameux Mercosur, un sujet super sensible, surtout pour nos agriculteurs, et de l'autre, une île arctique à vendre, le Groenland. Quel est le rapport? A priori aucun. Et pourtant, la théorie qu'on explore aujourd'hui affirme que ce sont les deux faces d'une seule et même stratégie. Allez, on commence par la première partie, la piste de l'argent du Mercosur. On va essayer de suivre les profits de cet accord commercial si controversé. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, l'affirmation centrale de la théorie, elle est assez radicale. L'accord du Mercosur y est décrit comme un véritable crime. Un crime contre l'indépendance alimentaire de la France. Ce n'est pas juste une question d'économie, c'est présenté comme une attaque en règle contre les éleveurs français et au-delà contre la capacité du pays à être autonome sur le plan alimentaire. Une question de souveraineté en fait. Mais alors, à qui profite vraiment cet accord? La théorie déroule un cheminement en 4 étapes qui mènent tout droit à Wall Street. C'est assez simple. D'abord, l'accord ouvre grand les portes du marché européen. Ensuite, un acteur en particulier en profite massivement. JBS, le géant brésilien de la viande. Et c'est là que ça devient intéressant. L'action JBS, elle est cotée à New York. Du coup, les bénéfices, ils ne restent pas au Brésil. Ils filent directement dans les poches des investisseurs de Wall Street. Et ce graphique le montre assez bien. Quand on regarde qui possède JBS, on voit que, oui, les fondateurs brésiliens ont une part importante, presque la moitié, mais juste après, on a un tiers de l'entreprise qui appartient à des actionnaires étrangers. Et ce sont principalement des Américains. C'est ce chiffre qui fait dire à l'auteur de l'analyse que le Mercosur, en réalité, c'est un projet 100% Wall Street. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On passe à la deuxième partie de cette histoire, la diversion du Groenland. On va voir comment une offre d'achat assez étrange aurait servi à masquer un tout autre objectif. On quitte le Brésil pour l'Arctique. A priori, aucun lien. Et le point crucial, d'après la théorie, c'est le calendrier. Le moment où cette proposition sur le Groenland a fait surface. Ce n'est pas anodin. Ça arrive exactement au moment où l'accord du Mercosur est en train d'être finalisé et où ça commence à faire pas mal de vagues en Europe. Alors, simple coïncidence? L'analyse qu'on décortique, elle, pense que non, pas du tout. Ici, on a vraiment les deux interprétations face à face. D'un côté, la version officielle, celle qu'on a tous entendue, une transaction immobilière un peu bizarre, un intérêt stratégique des États-Unis pour l'Arctique, et de l'autre, l'objectif supposé par la théorie, une diversion. Un écran de fumée pour que tout le monde regarde le Groenland pendant que l'affaire Mercosur passe en douce. Et le bonus, c'est que ça permet aux leaders européens de jouer les durs, de dire non à Trump, tout en acceptant discrètement ce qui se passe sur le plan économique. Ok, pour que tout ça ait un sens, il faut prendre de la hauteur. La théorie ne s'arrête pas à ces deux événements. Elle les replace dans un cadre beaucoup plus large, celui d'une stratégie d'influence menée sur des décennies par ce qu'on appelle l'État profond américain. Et pour appuyer cette idée, l'analyse sort cette citation assez incroyable de François Mitterrand de 1995. « Les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, vitale, économique. Une guerre sans mort apparente. » C'est présenté comme une sorte de preuve. L'idée qu'un président français, à la fin de sa vie, aurait déjà tout compris de cette guerre économique secrète. Cette frise chronologique, c'est un peu le déroulé de cette prise d'influence, toujours selon la théorie. Ça commence juste après la Seconde Guerre mondiale, avec la tentative américaine de garder son armée en France, un projet que de Gaulle a bloqué. Puis on a l'avertissement de Mitterrand en 1995. Plus récemment, en 2014, la vente d'Alstom, un joyau stratégique à des intérêts américains, une affaire qui impliquait d'ailleurs Emmanuel Macron à l'époque. Et enfin, l'arrivée en force de boîtes comme Uber. Chaque événement est vu comme une nouvelle étape de cette colonisation économique. Et maintenant, on arrive à la partie la plus paradoxal de toute cette construction, le cas Donald Trump. Méchant pour les uns, héros pour les autres, eh bien, la théorie dit qu'il n'est ni l'un ni l'autre. En gros, on a deux visions de Trump qui s'affrontent. La vision dominante, c'est celle du mauvais flic, le type qui casse tout, l'ennemi de l'ordre établi. Et puis, on a la vision dissidente, qui le voit comme le bon flic, celui qui se bat contre le système, contre l'État profond. Et c'est là que l'analyse prend tout le monde par surprise, parce qu'elle conclut que les deux visions sont fausses. Trump ne serait qu'un outil, un rôle dans une pièce de théâtre beaucoup plus vaste, mise en scène par ce même état profond qu'il est censé affronter. L'idée, c'est la bonne vieille stratégie du bon flic, mauvais flic. Trump, ce serait le mauvais flic. On lui fait faire le sale boulot, les trucs agressifs, pour que ses successeurs puissent arriver ensuite l'air beaucoup plus raisonnable, plus propre, tout en continuant finalement la même politique. L'exemple donné est celui de l'intervention au Venezuela. Trump pousse très fort et les autres n'ont plus qu'à gérer la suite. Et on arrive au plus gros retournement de situation de cette théorie, la phase 2 de la colonisation. Et là, on va voir pourquoi, dans cette logique, le démantèlement de l'Union européenne est en fait la prochaine étape.
C'est complètement contre-intuitif. Le plan tel que décrit se déroule en 2 phases. Phase 1, l'infiltration. On se sert de l'Union européenne comme d'un cheval de Troie géant pour affaiblir les États et placer des pions pro-américains partout, dans les médias, en politique. Et puis, phase 2, le contrôle direct. Une fois que l'influence est bien installée, le cheval de Troie n'est plus utile, il devient même un peu encombrant. Alors on s'en débarrasse pour passer à une domination économique beaucoup plus directe, beaucoup plus agressive, sans avoir à faire semblant d'être des alliés. En clair, la théorie affirme que les États-Unis n'ont tout simplement plus besoin de l'Union européenne. Le cheval de Troie a fait son travail. Les agents d'influence, les idées sont déjà en place, bien intégrés en France et ailleurs. La structure elle-même est devenue inutile pour eux. Bon, et maintenant on arrive à la toute fin de l'analyse. Et c'est sans doute la partie la plus ésotérique. On quitte la politique et l'économie pour un appel aux armes spirituelles. Parce que la bataille finale, selon cette source, n'est pas politique, elle est métaphysique. Ici, on découvre un terme assez unique, inventé par la source, le christo-odinisme. C'est ce qu'on appelle un mot-valise. D'un côté, on a Christo, pour les valeurs chrétiennes comme la justice et la protection des plus faibles, de l'autre, odinisme, qui fait référence à la force, au courage des dieux nordiques, Odin, Thor. L'idée, c'est de fusionner les deux pour créer une sorte de contre-force spirituelle, une force qui allierait la compassion et la vigueur, pour s'opposer à ce qui est décrit comme le globalisme matérialiste. Et voilà, la guerre finale, telle qu'elle est présentée, c'est un véritable choc des idéologies. D'un côté, on aurait le nouvel ordre mondial, mené par les Américains, avec pour dieu Saturne, un symbole du matérialisme, de l'argent, et pour valeur, la loi du plus fort. Et en face, la résistance christo-odiniste, avec le Christ et Odin pour guide, et pour valeur, le code du chevalier, la justice, la vérité. C'est vraiment présenté comme une guerre de civilisation, une guerre des valeurs. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, c'est une théorie qui connecte le Mercosur, le Groenland et même Trump dans une seule et même stratégie américaine. Deuxièmement, cette stratégie viserait, sur des décennies, à coloniser économiquement la France. Troisièmement, les clivages politiques qu'on connaît, droite, gauche, tout ça, ce ne serait qu'une distraction. Et enfin, le point final, c'est que le véritable enjeu, le vrai combat, serait en fait une guerre spirituelle. Alors, au final, comment qualifier cette analyse? Est-ce que c'est une grille de lecture géopolitique, certes tentaculaire mais cohérente dans sa propre logique, ou est-ce qu'on est plus proche d'une sorte de prophétie moderne? La question, bien sûr, reste entière.